En repensant à 2011, lorsque Tim Cook est devenu PDG, il est difficile de croire à quel point Apple a changé. L'iPhone n'était disponible que depuis 4 ans et l'entreprise restait encore petite comparée à aujourd'hui. Son chiffre d'affaires annuel était d'environ 108 milliards et sa capitalisation boursière avoisinait les 350 milliards. La majorité de cet argent venait de quelques produits et matériels comme le Mac, l'iPod et l'iPhone. Les services étaient à presque secondaires, ne rapportant que 6 à 8 milliards de dollars par an, soit moins de 10% du chiffre d'affaires d'Apple. Aujourd'hui, l'entreprise réalise près de 400 milliards de dollars de revenus annuels et sa capitalisation boursière atteint 4 000 milliards, le 200 milliards par an. Le Mac et l'iPad réunis ajoutent d'entre 60 et 80 milliards, les appareils portables comme l'Apple Watch et les AirPods entre 30 et 40 milliards, et les services iCloud, Apple Music, Apple TV+, App Store, environ 100 milliards. Rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Tim Cook n'a pas abandonné le manuel de Steve Jobs pour changer aussitôt Apple. Il a plutôt optimisé leurs points forts, tels qu'un design remarquable, une intégration matérielle logicielle fluide et des services pratiques, tout en adoptant de nouvelles stratégies financières pour faire d'Apple une entreprise 20 fois plus grande. Sous Steve Jobs, la philosophie produit d'Apple tenait sur une seule diapositive. À la fin des années 1990, il a conçu une célèbre grille 2x2. Grand public professionnel et portable bureau, donnant à Apple 4 produits principaux. Un ordinateur de bureau grand public est devenu l'iMac, le modèle professionnel était d'abord le Power Mac, puis le Mac Pro. Il existait un portable grand public, l'iBook, puis le MacBook, et un portable professionnel, le PowerBook, puis le MacBook Pro. C'était la feuille de route. Apple ne proposait pas de nombreux modèles similaires. Ils ont préféré concevoir 4 machines distinctes, chacune étant la meilleure de sa catégorie. Au fil des années 2000, Steve Jobs a ajouté de nouveaux produits. Mais il a gardé la même philosophie. L'iPod a commencé comme un seul lecteur de musique, puis s'est décliné en plusieurs gammes différentes. Le Shuffle en bas, le Nano au milieu et le classique au sommet. L'iPhone, lancé en 2007 comme unique modèle mis à jour chaque année, voyait l'ancien modèle rester en vente à prix réduit. L'iPad, sorti en 2010, était aussi proposé en un seul modèle. L'idée était de rester concentré sur l'essentiel. Apple n'essayait pas de couvrir toutes les gammes de prix. Elle voulait créer un appareil qui définissait une catégorie, puis l'améliorer année après année. Financièrement, cela a extrêmement bien fonctionné. Alors que l'iPod a décollé, puis que l'iPhone a explosé, les revenus d'Apple sont passés de quelques milliards à des dizaines de milliards par trimestre. En 2011, le chiffre d'affaires net de l'entreprise était d'environ 108 milliards. Le 40% de ce montant, soit plus de 45 milliards, les 21 milliards, les iPads, après seulement 1 an sur le marché, ajoutèrent déjà environ 20 milliards de dollars. Les services logiciels iTunes et les accessoires réunis ont contribué à moins de 15 milliards. Apple comptait parmi les entreprises les plus valorisées au monde, mais restait une société dominée par ses produits phares, notamment l'iPhone qui assurait la majeure partie de sa croissance. Si la croissance des smartphones venait à ralentir, ou si les gens commençaient simplement à renouveler leurs appareils moins souvent, la croissance d'Apple ralentirait elle aussi. C'est dans cette situation que Tim Cook est arrivé lorsqu'il est devenu PDG en août 2011. Une marque légendaire portée par un appareil vedette, avec un modèle économique dépendant des ventes unitaires de cet appareil. Cook avait aussi une autre contrainte. Il ne dépasserait jamais Steve Jobs, le visionnaire charismatique et attentif à chaque détail. Cook n'était pas ce type de personne et ne prétendait pas l'être. Il s'est appuyé sur ses compétences d'expert en opération, ayant rationalisé la chaîne d'approvisionnement d'Apple depuis son embauche en 1998. Il a réduit les stocks de plusieurs mois à quelques jours, instauré une fabrication en flux tendu sur une gamme ciblée et négocié des accords à long terme pour permettre à Apple d'accéder plus tôt et à moindre coût aux composants essentiels. Sous Steve Jobs, les opérations servaient tout la conception matérielle. Sous Tim Cook, la question est « Apple peut-elle produire en masse pour un public plus large sans perdre en qualité ?» La réponse à cette question est apparue avec la gamme iPhone. De 2007 à 2011, un seul iPhone principal était attendu chaque année. Sous Tim Cook, l'iPhone est passé d'un seul modèle à une gamme complète. Apple a commencé à proposer un iPhone SE en entrée de gamme, un iPhone standard, une version plus grande, un modèle Pro et un Pro Max. C'est en plus du modèle de l'année précédente proposé à prix réduit. Cela signifie qu'au lieu d'une ou deux options, vous en aviez soudainement 6, allant de $400 à plus de 1000. Cela peut sembler être de la fragmentation, mais Apple l'a fait délibérément. La plupart de ces modèles étaient construits sur la même famille de puces, partageaient le même langage de design, exécutaient la même version d'iOS et prenaient en charge les mêmes services essentiels. Sur le plan commercial, cette gamme élargie a permis à Apple de gagner des parts de marché. L'iPhone SE visait les acheteurs sensibles au prix ou des marchés émergents.
L'iPhone vise le grand public tandis que les modèles Pro et Pro Max ciblent les passionnés prêts à payer plus pour la dernière technologie. Apple a ainsi ajouté plus de stockage, de meilleurs écrans ou des options photo sur le haut de gamme tout en augmentant ses marges. Cette méthode a aussi été appliquée à l'iPad. Au départ, il s'agissait d'une seule tablette et, avec le temps, c'est devenu une famille. L'iPad de base ciblait école et petit budget, l'iPad mini les amateurs de format compact, l'iPad Air le milieu de gamme et l'iPad Pro les professionnels créatifs et acheteurs sans limite de budget. Avec le Mac, Jobs avait déjà simplifié la gamme en iMac, MacBook Pro et MacBook Air. Sous Cook, vous avez des MacBook Air de plusieurs tailles et des ordinateurs de bureau allant du Mac Mini au Mac Studio et au Mac Pro, même si ce dernier a été récemment abandonné. Cette stratégie matérielle a fait passer le chiffre d'affaires de plus de 100 milliards en 2011 à près de 400 milliards aujourd'hui, tout en donnant l'image d'une gamme cohérente plutôt qu'un catalogue de produits redondants. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. L'autre aspect, c'est la stratégie agressive de service de Cook. En 2011, le modèle économique d'Apple était assez simple. Elle vendait du matériel, réalisant la majeure partie de ses bénéfices lorsque vous achetiez un appareil et pas grand-chose après. Et cette année fiscale-là, les 108 milliards de revenus d'Apple provenaient principalement des ventes de matériel. L'iPhone représentait bien plus de 40% du chiffre d'affaires que le Mac, et l'iPad ajoutait ensemble environ 40% supplémentaires, les iPods et accessoires de comptaient pour environ 10%, et les logiciels et services iTunes constituaient les 10% restants. Tim Cook a adopté une stratégie où la vente d'un appareil n'était qu'une porte d'entrée vers les services. Pour être clair, Apple proposait déjà des services sous Steve Jobs, mais il servait principalement à soutenir l'expérience matérielle. L'iTunes Store a été lancé en 2003 à l'origine comme un moyen de vendre des chansons à 99 centimes pour soutenir l'iPod, puis plus tard l'iPhone. L'App Store a été lancé en 2008 et a rencontré un succès fou, mais Apple ne s'attendait pas à ce que cela leur rapporte de l'argent au départ. Ils avaient prévu de simplement rentrer dans leurs frais avec l'App Store afin d'attirer plus de clients vers l'iPhone. One-to-One était un service d'abonnement pour des formations privées dans les Apple Store et il coûtait 99$ par an. Il était là pour aider les utilisateurs à mieux comprendre le matériel déjà acheté. MobileMe, devenu iCloud, coûtait aussi 100$ par an et synchronisait email, contacts et calendrier sur les appareils d'un utilisateur. Sous la direction de Cook, Apple a créé tout un catalogue de services par abonnement que les gens paient chaque mois, avec deux en particulier, Apple Music et Apple TV+, qui ne nécessitent même pas de matériel Apple pour être utilisés. Il y avait aussi iCloud+, Apple News+, Apple Fitness+, et Apple Arcade. Après 8 ans comme PDG, Cook avait doublé les revenus des services d'Apple à 45 milliards en 2019. En 2023, ce chiffre approchait 85 milliards. Et en 2025, les services ont généré un chiffre record de 109 milliards de dollars. C'est plus que les 108 milliards provenant de l'iPhone en 2011. Ceci est devenu essentiel pour la croissance d'Apple puisque les revenus de l'iPhone ont ralenti et fluctué, augmentant certaines années, restant stables ou baissant légèrement d'autres. Les revenus du Mac et de l'iPad ont varié, tandis que les services ont maintenu une forte croissance annuelle, souvent à 2 chiffres. Aujourd'hui, plus d'un cinquième des revenus d'Apple provient des services, une catégorie très rentable grâce à une marge bien supérieure à celle du matériel. Tim Cook a également eu un impact majeur avec les objets connectés et les accessoires, en créant une gamme d'appareils conçus autour de l'iPhone, comme l'Apple Watch, les AirPods, le HomePod et le HomePod mini. Ces produits appartiennent à la catégorie objets connectés, maison et accessoires, que Tim Cook a fait passer de moins de 10 à plus de 30 milliards de dollars par an. L'Apple Watch, lancé en 2015, était d'abord un appareil de notification tendance, puis s'est tourné vers la santé, le fitness et la sécurité. Elle offre maintenant la surveillance cardiaque continue, les électrocardiogrammes, la détection de chute, le SOS d'urgence et le suivi des entraînements, devenant ainsi un point clé pour Apple Fitness Plus et un moyen de fidéliser les utilisateurs à l'écosystème Apple. Les AirPods, introduits en 2016, sont devenus les écouteurs les plus vendus au monde en seulement 3 ans, malgré tous les mèmes qui se moquaient de leur design. Avec le HomePod et d'autres accessoires, cette catégorie est désormais comparable en taille à l'ensemble de l'activité Mac. Et encore une fois, l'idée clé est que tous ces appareils gravitent autour de l'iPhone. Sous la direction de Cook, Apple a tiré parti de son matériel le plus populaire pour développer son activité de services récurrents, tout en entourant des appareils comme l'iPhone d'autres matériels qui renforçaient l'intégration dans l'écosystème. Mais même cela ne raconte pas toute l'histoire, car Cook n'a pas seulement changé ce qu'Apple vend, il a aussi changé la façon dont l'entreprise conçoit ses produits et gère l'argent qu'il génère. La réputation de Cook chez Apple repose sur sa gestion des opérations qu'il a transformée en atout stratégique en tant que PDG. Du côté de la chaîne d'approvisionnement, Apple dépense désormais entre 7 et 15 milliards de dollars par an en dépenses d'investissement pour des choses comme les équipements de fabrication et les centres de données. Parfois, l'entreprise a prépayé plusieurs milliards de dollars à des fournisseurs pour sécuriser des composants comme la mémoire
processeurs flash, les écrans OLED ou une capacité de fabrication. Et ces dépenses n'apparaissent pas sous la forme de produits tape à l'œil, mais elles restent importantes. Malgré la pénurie mondiale de puces et les confinements qui ont fermé des usines au début des années 2020, Apple a continué d'expédier pour des dizaines de milliards de dollars d'appareils chaque trimestre. Apple a connu des ralentissements et des problèmes. Tim Cook a évoqué les contraintes d'approvisionnement lors des résultats. De nombreux concurrents ont subi des pénuries plus graves, des délais prolongés et des lancements ratés. Apple a aussi diversifié ses sites d'assemblage, transférant une partie de la production d'iPhone et de Mac en Inde et au Vietnam en plus de la Chine. Ce changement a exigé des milliards d'investissements et une planification à long terme, illustrant bien le style de Tim Cook visant à réduire les risques géopolitiques et opérationnels. En plus de cela, sous la direction de Tim Cook, Apple a approfondi la conception de ses propres puces. En fait, l'entreprise a lancé ce processus sous Steve Jobs avec la puce A4 de l'iPad original et de l'iPhone 4 en 2010, après avoir acquis la société de conception de puces PA-Semi. Tim Cook a fortement renforcé cet effort. Durant les années 2010, les puces Apple Série A équipaient iPhone et iPad, surpassant souvent la concurrence en vitesse et efficacité. Et puis, en 2020, Apple a annoncé que les Mac passeraient des processeurs Intel à une puce conçue sur mesure appelée M1. La transition n'a pris que 2 ans et demi et a donné des résultats spectaculaires. Les testeurs ont remarqué que les MacBook Air, sans ventilateur avec puce M1, égalent ou dépassent les anciens MacBook Pro Intel dans les tâches courantes, tout en offrant jusqu'à 20 heures d'autonomie en usage léger. Les revenus du Mac, initialement de 25 milliards de dollars, ont atteint 40 milliards lors de la transition vers les puces Apple. La demande d'ordinateurs pendant la pandémie et les gains en performance et efficacité ont séduit les acheteurs. Plus important encore, Apple n'avait plus à attendre les calendriers retardés d'Intel pour ses puces. Apple pouvait ainsi synchroniser ses calendriers matériels, logiciels et puces et réutiliser la même technologie sur l'iPhone, l'iPad et le Mac, atteignant une intégration verticale pour laquelle Tim Cook était souvent reconnu. L'aspect financier compte aussi. À la mort de Steve Jobs, Apple avait près de 80 milliards de dollars en liquidité et presque aucune dette à long terme. Avec les bénéfices de l'iPhone et de l'iPad, la réserve de liquidité a atteint un pic d'environ 250 milliards, dépassant celle de certains pays. À ce stade, les actionnaires se demandaient pourquoi l'entreprise ne réinvestissait pas. Warren Buffett avait conseillé à Apple de racheter ses actions sous Steve Jobs, mais ce dernier avait refusé. Tim Cook, devenu PDG, a appliqué le conseil de Warren Buffett en lançant un rachat d'actions et des dividendes 7 mois après. C'était la première fois qu'Apple rétablissait le dividende trimestriel depuis le milieu des années 1990 avant le retour de Steve Jobs. Le versement initial était d'environ 2,65 $ par action et au milieu des années 2020, l'entreprise avait versé bien plus de 100 milliards de dollars en dividendes. Mais le véritable changement est venu des rachats d'actions. À partir de 2012, Apple a également commencé à racheter ses propres actions, ce qui a généralement pour effet de faire monter le cours de l'action. Au total, ils ont dépensé plus de 850 milliards, ce qui constitue le plus grand programme de rachat d'actions de l'histoire. Et ces rachats ont des effets réels. Ils ont réduit le nombre d'actions Apple d'environ 30 à 40% par rapport à 2011, ce qui signifie que chaque action restante représente une part plus importante des bénéfices de l'entreprise. Leur bénéfice par action a cru plus vite que le revenu net, car le nombre d'actions a baissé. Apple a émis des dizaines de milliards de dollars de dettes à long terme alors qu'il disposait déjà de beaucoup de liquidités. Cela peut sembler contre-intuitif, mais cela a permis à l'entreprise de rendre de l'argent aux actionnaires de façon fiscalement avantageuse et de profiter de taux d'intérêt très bas. Cela a permis à l'action Apple de croître même quand les ventes de matériel stagnaient ou baissaient. Sous Steve Jobs, Apple se concentrait surtout sur les produits. Le design dirigé par Jonathan Ive n'était surpassé en influence que par Steve Jobs lui-même. L'équipe d'ingénierie devait se plier au choix du design, ce qui expliquerait pourquoi les câbles d'alimentation Apple se fendaient si facilement. Leur designer ne voulait pas que le câble ait une fiche droite car il trouvait en cela inesthétique. Sous la direction de Tim Cook, Apple semble être plus égalitaire. Désormais, les lancements de produits mettent en avant une rotation de vice-présidents seniors et de directeurs au lieu que Steve Jobs fasse toute la keynote. Apple a aussi fortement accru ses dépenses en R&D. En 2011, elle y a consacré environ 2,4 milliards, soit 2% de son chiffre d'affaires. Au milieu des années 2020, ce montant dépassait 20 milliards de dollars par an, soit près de 5% d'une base de revenus bien plus élevée. Les effectifs de l'entreprise sont passés de 60 000 en 2011 à plus de 150 000 aujourd'hui, sans inclure les centaines de milliers d'employés chez les sous-traitants et partenaires. Apple peut ainsi gérer plusieurs grands projets simultanément, du Vision Pro à Apple Silicon et les services. L'inconvénient, du moins pour certains fans de longue date, c'est qu'Apple peut sembler davantage une entreprise soigneusement conçue et moins une start-up rebelle. Ils ont même enlevé les autocollants Apple des boîtes que les fans collaient souvent sur leur voiture pour montrer leur soutien.
Tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici, comme les services, les puces, la chaîne d'approvisionnement ou les rachats d'actions, peut sembler abstrait, mais cela se concrétise dans ce que nous voyons en entrant dans un Apple Store et dans la facilité ou la difficulté d'en sortir. Tim Cook a rendu Apple plus accessible, alors que sous Steve Jobs, les produits étaient d'un plus haut de gamme et simple. Il n'y avait qu'un iPhone par an, à prix élevé, un iPad unique et des Macs vendus bien plus cher que les PC. L'iPod fait exception. Avec le temps, Apple a lancé des modèles plus abordables comme l'iPod mini, le Shuffle, puis le Nano, réduisant le prix d'entrée à 49 $. Cela a permis à Apple de dominer les lecteurs de musique. Mais il manquait d'options abordables pour l'iPhone et les ordinateurs portables. Sous la direction de Cook, l'entreprise a vraiment fait des efforts pour combler ces lacunes, en lançant l'iPhone SE comme modèle moins cher qui réutilise un ancien design avec des composants internes plus récents, offrant ainsi aux gens un moyen d'entrer dans l'écosystème iPhone pour plusieurs centaines de dollars de moins que le modèle phare. Plus récemment, le MacBook Neo a fait chuter le prix d'entrée d'un ordinateur portable Apple de 1000 à 600 $ aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi abordable d'entrer dans l'écosystème Apple. Mais en même temps, ils ont testé les limites supérieures de ce que les clients sont prêts à payer pour la toute dernière technologie. Sous la direction de Steve Jobs, le 500 $ avec un contrat de 2 ans. 3 mois plus tard, ce prix est tombé à 400 $ et au cours des années suivantes, son prix est resté à 200 $ avec un contrat. Et une fois que les iPhones ont été vendus sans subvention, leur prix est resté stable à 650 $. Mais sous la direction de Tim Cook, Apple a fait grimper ce chiffre de plus en plus haut. L'iPhone 8 a commencé à 700 $ tandis que l'iPhone 10 a débuté à 1000 $. Il s'agissait d'une augmentation de prix sans précédent et cela s'est avéré controversé auprès des clients. Malgré cela, l'iPhone 10 a battu un record de vente. L'année suivante, Apple a lancé le XS Max plus grand à 1100 $. Et enfin, en 2023, l'iPhone 15 Pro Max avait un prix de départ de 1200 $. La même tendance se retrouve dans d'autres catégories. Le MacBook Pro est passé de 1800 $ en 2012 à 2200 $ aujourd'hui, tandis que l'iPad phare est passé de 500 $ en 2010 à 1000 $ aujourd'hui. Les clients voulant la meilleure technologie Apple doivent désormais payer bien plus cher et s'engager dans un écosystème encore plus difficile à quitter. Quitter Apple était déjà difficile sous Steve Jobs. Si vous aviez un iPhone, un Mac et un iPod, votre bibliothèque musicale était dans iTunes, vos photos dans iPhoto et vos emails et contacts configurés d'une certaine manière. Passer à Android ou Windows signifiait un week-end entier à exporter et importer. Sous Tim Cook, cette friction a augmenté. Désormais, votre iPhone est lié à une Apple Watch compatible uniquement avec iOS. Vos AirPods perdront la possibilité de basculer automatiquement d'un appareil à l'autre. Votre bibliothèque de photos doit être exportée depuis iCloud et vous perdrez l'accès à vos jeux préférés dans Apple Arcade. Et vous perdrez toutes vos cartes, billets et clés stockées dans Apple Wallet. Quitter l'écosystème Apple, ce n'est pas juste changer de téléphone. Cela implique de gérer des appareils et abonnements, de perdre certaines fonctionnalités, de transférer de nombreuses données et d'abandonner des services comme iMessage et FaceTime, indisponibles hors Apple. Si cela paraît anticoncurrentiel, vous avez sûrement raison. Car des régulateurs, notamment aux États-Unis et dans l'Union européenne, ont lancé des poursuites antitrust contre Apple pour ces motifs. D'autres aspects incluent le contrôle strict de l'App Store, le fonctionnement d'Apple Pay et de l'accès NFC, ainsi que la difficulté pour les concurrents de s'intégrer aux plateformes Apple. Certains pays ont déjà obligé Apple à ouvrir des parties de son écosystème face aux questions de verrouillage d'iMessage et des services, et d'autres mesures sont probables. On se demande aussi si Apple se concentre sur les produits ou la finance. Sous Steve Jobs, Apple était parfois accusé d'ignorer Wall Street. Jobs se préoccupait peu des dividendes, n'a pas fractionné l'action pendant des années, ni racheté d'actions, se concentrant uniquement sur les produits. Sous Cook, Apple continue de produire du matériel impressionnant, mais privilégie désormais les revenus des services, la monétisation de sa base installée et les rachats d'actions. Cela profite certes aux actionnaires et à la stabilité financière de l'entreprise, mais cela semble s'être fait au détriment de nouveaux produits révolutionnaires. On peut le voir dans la chronologie des grandes nouveautés. L'Apple Watch et les AirPods ont connu un grand succès sous Cook, mais restent surtout des extensions de l'iPhone. Le seul vrai nouveau produit lancé sous Cook est le Vision Pro. Il est arrivé avec un prix élevé de 3500 $ et un grand battage médiatique, présenté comme l'ordinateur spatial d'Apple et la prochaine grande plateforme. Apple avait initialement prévu de vendre 800 000 unités la première année, mais cela s'est avéré trop optimiste, atteignant finalement environ 400 000 ventes, avec des détaillants signalant un pourcentage de retour inhabituellement élevé.
dépassant largement celui de tout autre produit Apple moderne. Ensuite, il y a la voiture Apple, projet jamais reconnu officiellement mais devenu un secret de polichinelle, surtout après qu'un représentant de Hyundai a confirmé des négociations avec plusieurs constructeurs. Apple aurait dépensé 10 milliards de dollars sur ce projet en 10 ans. Mais quand il est devenu clair que la technologie de conduite autonome était plus lointaine que prévu, le projet a été abandonné. Et puis, il y a eu Siri, un assistant vocal qui est sorti avant tous les autres, mais qui a tellement pris de retard qu'Apple paie maintenant pour utiliser la technologie d'IA de Google afin de rattraper son retard. Ils avaient promis une version améliorée de Siri pour le début de 2025, mais l'ont repoussé jusqu'à la fin de 2026, voire au début de 2027. En chemin, ils ont eu des problèmes avec plusieurs fonctionnalités lancées, comme les résumés de notifications déformant les titres, d'actualité ou les emojis personnalisés moins soignés qu'annoncés par Apple. En 2025, Apple faisait l'objet de poursuites et de règlements pour les retards des fonctions IA de Siri. Récemment, Apple a accepté de payer environ 250 millions pour clore un recours collectif, accusé d'avoir trop promis et pas assez tenu sur les nouvelles fonctionnalités de Siri avec l'iPhone 16. Donc, d'un côté, l'Apple de Cook propose des produits d'entrée de gamme plus abordables, plus de choix de matériel, de meilleures puces et une gamme de services qui apportent un vrai confort. Cependant, les prix du haut de gamme ont fortement augmenté. Il est plus difficile que jamais de quitter leur écosystème, et on dirait que l'ingénierie financière prime sur celle du produit. Ici Greg d'Apple Explained. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.